Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle on va s'intéresser à ceci. Enter the Reckoning, voilà, qui est enfin arrivé, j'attendais depuis un petit moment cet ouvrage. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est la 5e édition de ce jeu, donc qui fait partie du World of Darkness, du monde des ténèbres, et qui, en fait, vous savez que progressivement, après les versions 20e anniversaire, et après également avoir réalisé un petit changement, puisqu'ils font appel à certains studios, notamment Renegade, ils sortent les versions 5e, avec des petits remaniements sur leur système de règles, et ils ont commencé à sortir Vampire 5e édition, que vous connaissez bien, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Il y a, je crois, Werewolf, qui est en traduction, que dis-je, qui est en préparation, qui devrait pas tarder à sortir, et là c'est Enter the Reckoning. Alors, dans Enter the Reckoning, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce qu'on joue? Eh bien, Enter the Reckoning, ils ont un petit peu renversé le trope du monde des ténèbres, puisque là, à contrario de tous les autres ouvrages de la gamme, vous allez jouer de simples mortels. Alors qu'il y avait toujours cette dichotomie où vous jouiez en fait une bête, soit un loup-garou, soit un vampire, soit un fantôme, que sais-je, et où vous étiez tiraillé entre votre humanité et la bête que vous étiez devenue. Là, le principe n'est pas le même, puisqu'en fait, vous jouez des chasseurs. Alors, que sont-ils les chasseurs? Eh bien, c'est tout simplement des êtres humains qui ont eu un premier contact avec le surnaturel et qui donc sont à divers degrés, plus ou moins au courant que des créatures surnaturelles agissent en sous-main et souvent un peu cachées dans notre monde, et ont décidé, pour des raisons qui leur sont propres, d'essayer de rétablir un peu les choses et l'équilibre en luttant contre ces créatures. Alors je vous avouerai que pour quelqu'un comme moi qui aime bien les jeux du type l'appel de Cthulhu, etc., on est sur un trope qui moi m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je voulais avoir l'exemplaire. Je n'ai pas attendu la traduction française, je pense qu'elle va arriver, je ne sais pas chez qui, peut-être chez Arcane Asylum, qui font déjà Vampire V5, ce serait pas étonnant. Alors voilà, comment ça se passe en fait quand vous jouez un chasseur? En fait, vous allez définir votre chasseur. Alors, qu'est-ce qui définit les chasseurs? Je vais aller directement à cette page, ça va être plus parlant. C'est-à-dire la création de personnages. Le livre commence par une approche didactique qui est assez intéressante quand même. Mais là, je voulais vous parler de la création des personnages. Donc en fait, pour créer un personnage, voici ce qui va le définir. Vous choisissez d'abord un concept, puis une ambition et un désir, enfin des points d'accroche, ce qu'ils appellent les touchstones, qui sont souvent des personnes de l'entourage ou des personnes qui comptent en tout cas et qui ne sont pas trop mêlées aux événements surnaturels. Vous choisissez un credo, ce qu'ils appellent le creed, et drive, c'est ce qui va vous motiver votre raison pour entrer en action contre ce monde des ténèbres. Alors, à noter qu'ils font un petit distinguo. Oui, là, alors, le concept, prenons dans l'ordre. Le concept, c'est un petit pitch pour, voilà, un petit peu définir votre caractère. Ça va plutôt être quelqu'un de réfléchi, ou plutôt quelqu'un qui va être sur le côté action, etc. En quelques lignes, quelques phrases, une phrase très courte même, c'est plus pour vous donner des cacahuètes, entre guillemets, pour votre gameplay. Alors, l'ambition et le désir, alors ils font un petit distinguo. L'ambition, c'est quelque chose à long terme, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se développer à l'échelle de la vie de votre personnage. A contrario, le désir, c'est quelque chose sur du beaucoup plus court terme et qui va également avoir une influence sur vos actions, mais dans l'immédiateté en fait, dans le feu de l'action. Ensuite, vous répartissez vos points d'attribut. Ensuite, vous répartissez vos points de compétences. Enfin, vous avez des avantages et des défauts.
Donc vous avez 7 points d'avantage à répartir et 2 points de défaut. Et enfin, vous pouvez choisir ce qu'ils appellent des age et des perks pour un petit peu affiner. Alors, si on va maintenant sur les grandes catégories en fait de personnages qu'on peut jouer, ce qui pourrait par ailleurs correspondre un peu aux classes. Vous avez toute une introduction sur qu'est-ce que la chasse, etc. J'y reviendrai après, qui est très intéressant. Alors, les protagonistes. Ce qui va les définir, donc, c'est le credo. Alors, vous avez l'entrepreneurial. Donc là, vous avez ensuite des edges qui vous sont suggérés, par exemple fleet, équipement improvisé, etc., etc. Vous avez des drives communs, c'est-à-dire qui vous aident un peu à bien le définir. Et ensuite, vous avez pour chaque credo, pour chaque creed, vous avez des archétypes. Alors ici, on a le full-time partner, le full-time part-timer, le contact broker, l'influenceur et le club promoteur. Ensuite, vous avez le faithful qui est un peu plus mystique, un peu plus croyant en fait. Même chose, on vous suggère les edges et les drives. On vous donne également, ça j'y reviendrai plus tard, les champs d'implication des dés de Desperation et les archétypes, donc l'absolver, celui qui est absous, Deathbring Convert, Physical Specimen, Apostate. Vous avez l'inquisitive qui là se rapproche plus pour le coup de l'investigateur. Et là, vous avez le Data Liberator, le Claim Specialist, l'Adjunct Professor et le Route Driver. Vous avez enfin les personnages martiaux, donc vous avez le Dropout, l'Engineer, le Burnesset, le Sharpshooter. Et enfin, l'Underground. Alors ce credo-là, c'est un peu des gens qui sont un petit peu à part en fait, et qui vont essayer qui évoluent mais un peu pour leur propre compte. Il y a le galerie, le propriétaire de galerie, le smuggler, le buttonman et la mole, la taupe. Voilà, donc ça vous donne un petit panel d'aperçu. J'en profite pour faire un petit parallèle. En fait, la table de joueurs va constituer une cellule, donc qui n'est pas forcément avec des chasseurs qui sont tous sur le même credo, ce qui permet de balayer un petit peu le champ des compétences qu'il est possible d'interpréter à la table. Et ça rappelle un petit peu, par certains côtés, aussi parce que c'est du contemporain, Delta Green. Mais par certains côtés seulement, puisqu'il y a zéro contingence avec la mythologie et la cosmogonie de l'appel de Cthulhu. On est vraiment sur le monde des ténèbres, c'est-à-dire que vous allez chasser des fantômes, des vampires, des loups-garous, enfin toutes les créatures qu'on trouve dans le monde des ténèbres. Alors, on crée une petite cellule. Ce qui est très intéressant, alors vous l'avez dans l'introduction aussi, c'est que tous les hunters, donc ces personnages qui se sont tournés grâce à avec le style de leur drive vers la chasse, eh bien en fait ils sont reliés. Ils sont reliés par un réseau informatique qui leur permet, c'est un peu une porte d'entrée pour un début de chronique par exemple, ils peuvent être contactés par le réseau, ils peuvent aussi essayer de contacter d'autres chasseurs pour obtenir des informations, etc. Donc c'est assez riche. Au niveau du système de jeu, alors là, il n'y a rien de... On va retrouver point par point quasiment ce qu'on retrouve dans Vampire V5, c'est-à-dire que à chaque fois... Je vais aller à la bonne page... c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut réaliser quelque chose, on va utiliser un attribut et une compétence, et il faut obtenir un certain nombre de succès. Vous avez une petite table, alors on va chausser les lunettes, vous avez une petite table qui vous dit quand la difficulté est modérée, il vous faut 3 succès, quand c'est une routine, un seul succès, etc. Donc ça vous donne un pool de dés en fait. Si vous avez par exemple 2 dés en dextérité et la compétence de dodge, vous en avez 3, ça vous fait 5 dés. Vous tirez ces 5 dés,
tous les résultats qui font 6 ou plus sont comptabilisés comme des réussites, et les résultats en dessous ne comptent rien. Et vous comptez votre nombre de réussites, et vous devez passer donc le nombre de succès demandés selon la difficulté. Vous avez également une petite chose, comme dans Vampire V5, si vous faites un 10 sur un dé, alors moi j'ai acheté aussi des dés spéciaux, donc il est marqué d'une espèce de petite flamme, c'est un succès potentiel. Si vous en obtenez 2 sur le résultat 10, ça vous compte, alors chacun des dés vous compte un succès supplémentaire, et en plus ça fait un critique qui vous redonne 2 succès supplémentaires. Voilà, ça c'est la mécanique de base. Au-delà de cette mécanique, vous avez aussi les dés de Desperation. Alors, Desperation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la table, il y a une jauge qui est tenue en temps réel entre 0 et 5 de Desperation, et c'est le nombre de dés maximum qu'on va pouvoir utiliser. Et ensuite, selon les actions que vous voulez faire, quand ça tape dans un champ de compétences qui est indiqué pour chacun des credos, si je reprends par exemple, reprenons-le dans les martiales, vous voyez, les champs d'application pour les dés de Desperation sont les conflits physiques, quand on est en chasse, ou tout ce qui touche au supernaturel. À ce moment-là, le joueur peut aller piocher dans le pool de points pour utiliser un dé de Desperation. Et il y a une petite mécanique également, c'est que sur ces dés de Desperation, si vous faites un 1, à ce moment-là, vous avez 2 possibilités, vous avez une petite mécanique, soit vous tombez dans ce qu'ils appellent le Despair, la Desperation, soit vous êtes dans l'Overarch. Même chose, vous avez également les flammes qui donnent des succès critiques, enfin la possibilité de faire des succès critiques. Donc vous voyez, on est sur quelque chose d'assez simple. Pour les combats, comme d'habitude, c'est les conflits. Donc en fait, l'attaquant va tirer par exemple un jet d'attaque qui veut faire par exemple, vous voulez tirer un coup de feu, vous allez utiliser Composure et Firearm, et le défenseur, il peut faire soit une esquive, soit se mettre à couvert. Celui qui fait le plus l'emporte. Même chose quand il s'agit d'un conflit, mais non pas physique, mais plutôt, j'allais dire moral, mais c'est pas ça, plutôt social, dans une conversation, etc. Les deux tirent, l'attaquant, le défenseur. En cas d'égalité du nombre de succès, c'est les personnages qui l'emportent. En cas de supériorité du PNJ, c'est le PNJ qui l'emporte. Donc des mécaniques assez simples. Alors, que dire moi, ce que je trouve très intéressant, et très reposant surtout, c'est que ce qui me gênait un peu dans les ouvrages du monde des ténèbres, c'était quand on commençait à attaquer la liste des dons, parce que là vous aviez X et X pages avec des dons à choisir, et c'était un peu le catalogue. C'est déjà ce qui me fatiguait dans des jeux comme Rollmaster par exemple. Et ben là, si vous étiez un vampire, vous avez tel don, tel don. C'est un gros boulot. Et bon, ça amène des choses bien sûr, mais il y en a peut-être un petit peu trop, parce que bon, voilà, c'est la porte ouverte à inventer de nouveaux dons surnaturels. Là, à part quelques avantages, je crois, qui vous donnent un peu des petits bonus un peu au-delà de la norme, à proprement parler, vous n'êtes pas une créature surnaturelle, donc vous n'avez pas ce genre de bonus. Vous jouez plutôt, c'est presque un peu, même si c'est pas présenté comme ça, c'est presque un peu du Play Toulouse à la Call of Cthulhu ou à la Delta Green, puisque en fait, la menace, si vous connaissez un peu le monde des ténèbres, vous vous doutez bien que votre chasseur, il va pas dans une ville comme New York ou Chicago ou Los Angeles, il va pas parvenir tout seul à exterminer tous les clans vampiriques et tous les vampires de ces clans. Ça paraît juste impossible, la tâche est très ardue. Donc en fait, on va vraiment mettre le focus sur des histoires de chasse, mais il n'y a pas vraiment, même si oui, le drive, un petit peu ce qui motive les personnages, c'est d'essayer de peser. Voilà, ce serait complètement hallucinant de penser qu'on va pouvoir nettoyer toute une ville
Voilà, alors peut-être on peut tuer un vampire qui est très très haut placé dans l'organigramme d'une organisation. C'est déjà une très bonne chose, ça peut peut-être freiner un petit peu et changer le cours des choses, mais en tout cas on ne nettoiera pas une ville. Vous avez ensuite un chapitre très intéressant. Quand on n'a pas encore mené à ce jeu-là, il y avait des versions précédentes, mais j'ai jamais eu l'occasion de mener des parties, et je compte bien le faire, à mon avis, assez rapidement, parce que l'ouvrage n'est pas si épais que ça, et comme je connaissais déjà les mécaniques de la V5 de Vampire, on est en terrain connu, sur un petit peu comment concevoir une partie. On va retrouver lors de la session 0 la fameuse carte d'interaction où on va situer les personnages et définir un peu les relations qu'ils ont entre eux, mais également aussi avec d'autres personnes. On va retrouver l'occasion les fameux touchstones par exemple, et c'est aussi ça qui se fait un petit peu comme un petit moteur qui va permettre de faire rebondir l'histoire au niveau des émotions et du drama, parce que c'est quand même de cela qu'il s'agit. Si c'est juste des gros jeux de bataille, aller à tel endroit et flinguer du vampire, enfin, je pense pas que c'est comme ça que je vais jouer, parce que ça me présente, enfin, pour moi ça ne présente pas d'intérêt de jouer comme ça. Il faut vraiment un petit peu se concentrer sur l'émotivité de chaque personnage, afin de faire vivre, ressentir ce petit frisson au joueur qui va faire que l'histoire sera mémorable. Vous avez un chapitre après sur la menace. Là, c'est très très bien fait, parce qu'en fait, ils vont prendre les créatures et ils prennent un exemple à chaque fois. Et quasiment, vous pouvez faire un scénario sur chaque exemple. Par exemple, le vampire, il s'appelle Ephraim, le vampire lumineux, et vous avez son histoire, comment on peut le rencontrer, les dangers additionnels qu'on peut rajouter autour de cette bête, etc. Franchement, c'est une façon très intéressante de présenter le bestiaire avec pas juste les entrées, le vampire, les stat blocks, etc. Là, on a déjà quelque chose de clé en main. Donc au moins une fois pour chacune des créatures, on peut faire une histoire à chaque fois. Après, il faudra peut-être se creuser la tête pour être imaginatif. C'est pour ça que le chapitre précédent, qui explique un peu comment on compose ces histoires, qu'est-ce qu'on veut raconter et comment on s'y prend, quelles sont les ficelles qu'on va pouvoir utiliser en tant que maître de jeu, c'est franchement bienvenu. Et puis après, vous avez quoi? Après, on finit avec des considérations générales. Oui, il y a quelque chose d'intéressant. Ce sont les sociétés. Alors là encore, ça peut faire penser les organisations rivales. Voilà, c'est comme ça. Ouais, le dessin est pas mal en plus. Rival Organizations, avec un joli dessin. Là, on rejoint un peu le côté Delta Green, avec la bonne idée de faire intervenir d'autres organisations, parce qu'encore une fois, ça permet de renouveler les histoires, et on n'est pas toujours forcément sur une bête. Ça va pouvoir, des fois, on peut être en conflit avec une organisation. Vous avez le Special Affairs Division, US Bureau of Investigation, avec à chaque fois un historique, des idées de conspiration interne. Vous avez l'IAO, Information Awareness Office. Vous avez la société Saint-Léopold, qui est une société secrète et un peu occulte qui lutte contre les forces du surnaturel. Vous avez The Arcanum, qui est une organisation académique. Vous avez Bob R.G. Bowes of Rio de Janeiro. Vous avez Mania Department of Justice Special Rehabilitation Program. Alors oui, c'est aussi une des spécificités. Vous avez Monster X, vous avez Nail of Christ. Ah oui, il y a de quoi faire. L'Ordre de la Rose, The Order of the Rose. Le groupe Orpheus. Et quasiment à chaque fois, vous avez de quoi faire une campagne. Revenge, encore une organisation. Voilà. Et puis des exemples de PNJ appartenant à ces organisations. Alors, en fait, oui, ce que je voulais préciser, c'est que si le monde des ténèbres, vampires, etc., est surtout connu pour se dérouler aux États-Unis, avec ce jeu, ils ont un petit peu développé également l'Amérique du Sud, ainsi que l'Asie.
Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de ce type-là dans ces pays-là. Et du coup, c'est assez intéressant. Ça permet aussi un changement de localité géographique pour jouer dans d'autres. Pour ceux qui seraient un peu lassés de jouer les grandes villes américaines. Parce que Vampire, si vous regardez bien, le principe, c'est que vous allez acheter le supplément New York et vous allez faire jouer ce qui se passe à New York. Vous allez acheter le supplément Los Angeles et vous allez faire jouer ce qui se passe à Los Angeles. Bon, c'est génial, c'est super, ça fonctionne très bien. Mais là, ça peut être intéressant de jouer à Rio, etc. Ça permet de rajouter une petite touche un peu exotique et de sortir peut-être du canon esthétique aussi des USA pour proposer voilà, justement quelque chose de complètement différent au niveau de l'atmosphère. Avec toujours, bien sûr, cette menace du monde des ténèbres, puisque c'est quand même ça qui est au centre de la chose. Donc la gamme commence avec cet ouvrage. Je pense qu'ils vont faire comme pour Vampire V5, surtout que je crois qu'il a bien démarré en termes de vente aux USA, et je pense qu'ils vont développer donc des suppléments dans lesquels on aura peut-être d'autres organisations, peut-être des villes, peut-être qu'ils vont faire comme ils ont fait New York, Los Angeles, peut-être qu'ils vont faire justement des suppléments Rio, suppléments Manille, etc., puisqu'il y a déjà des organisations qui sont supposées être basées là-bas, ou peut-être ils vont pas du tout procéder de la même façon. J'avoue que j'essaie un petit peu de suivre des vidéos sur l'éditeur. Bon, ils en parlent pas trop pour l'instant. Ils communiquent beaucoup sur Loup-Garou, qui est un gros jeu qui marche bien, qui a ses fans, et beaucoup de gens attendent la sortie donc de la 5e édition de Loup-Garou. Mais pour Hunter, c'est un petit peu, on ne sait pas trop. Moi, j'avoue que je serais plutôt pour qu'il procède d'une façon différente de Vampire avec les villes, etc. Parce que ben voilà, ça ferait un peu redite, un peu s'ils refont des villes, pareil pour les suppléments de Hunter. Je pense qu'il y a mieux à faire avec cet univers-là, sachant que on est dans le monde des ténèbres, hein, c'est bien exactement le même type de jeu, mais je vous dis, ça change complètement, c'est vraiment à part dans la gamme, puisque là, on n'est plus sur ce fil rouge de jouer une bête qui perd son humanité, on est sur un trope qui est peut-être plus facile, dont il est plus facile de s'emparer, en tout cas pour des joueurs comme nous, qui sommes des êtres humains à la base, c'est-à-dire de jouer un être humain qui va combattre contre ça. On retombe dans quelque chose qui est plus facile d'accès. Je sais, pour avoir proposé des parties de vampires, que j'ai des potes à moi qui m'ont toujours été un peu freiné sur le côté ne pas jouer un être humain, c'est quand même difficile, parce que voilà, on n'a pas de repère, c'est vraiment de la composition. Qu'est-ce que vous voulez jouer un vampire quand vous ne l'avez jamais été vous-même, alors qu'on est tous des êtres humains, donc quand on interprète un être humain, quelle que soit la situation dans laquelle on va le plonger, c'est beaucoup plus fluide pour trouver ses marques, pour trouver ses repères, pour faire du roleplay qui sonne pas faux, pour être dans quelque chose qui reste cohérent et crédible, beaucoup plus que si on joue des créatures. Voilà, mais en même temps, c'est un peu le charme du jeu aussi de Vampire avec ses créatures et leur perte d'humanité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que dire si ce n'est que oui, il est vraisemblable que je propose assez rapidement dans mes propositions de partie du Hunter, The Reckoning, qu'on pourrait traduire par le The Reckoning, l'heure des comptes, c'est le jugement. En fait, on pourrait le traduire un peu comme ça, Hunter, le jugement dernier. Il est vraisemblable que je vais pas tarder à proposer une partie de Hunter, parce que je pense que c'est intéressant aussi, dans le cadre des parties que je propose, de vous proposer des choses qui sont pas encore trop jouées, de façon à ce que le fait de votre participation, vous permette de vraiment découvrir un nouveau jeu. Et je me permets donc de vous rappeler, si vous souhaitez recevoir le listing des parties, des propositions de parties, vous m'envoyez un mail à chronique.étrange@gmail.com. Ça ne vous engage à rien, mais vous recevez le listing des parties qui sont proposées, et après vous pouvez choisir de participer ou de ne pas participer, selon le thème, selon le jeu, etc., etc. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.